La dernière fois, je vous ai envoyé une vidéo dans laquelle on avait fait l'exercice 4. On avait terminé l'exercice 4, 5 et il y a eu donc le début de l'exercice 6. On est au niveau de la série 6. Donc, je vous pose la question. Pardon, la série 1. Est-ce qu'il y a un exercice que vous voulez qu'on fasse, Lyon? Donnez-moi par exemple un exercice. L'exercice 4, 5 ou bien 6. Est-ce que faites la vidéo? Dans la vidéo, on avait fait la suite de l'exercice 4 et l'exercice 5. Est-ce que vous avez compris les exercices? Est-ce que vous avez des questions sur les exercices? Donc là, je viens de partager l'écran. C'est l'exercice 4. Je pense que l'exercice 4 la dernière fois. L'exercice 4. C'était de représenter le signal sur la ligne commune. C'est concernant l'exercice 4. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice 4? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. D'accord, ok, merci. Ok, donc est-ce qu'il y a un exercice, l'exercice Madame, 4? son شوية ناقص. Santé ناقص. Oui. Ok, bon, je sais pas, on a créé un DLH de son. D'accord. Et maintenant, est-ce que le son est mieux? Pardon. Ok. Très bien. Donc, l'exercice 4. Fahmtou, vous avez des questions concernant l'exercice 4? Fahmtou كيف حسبنا le quantum? Fahmtou كيف on a représenté le signal sur la ligne haute vitesse? J'ai une question, madame. Enfin, c'est plus une clarification qu'autre chose. Oui. On envoie le dessin, le graphe, on envoie les bits à M1, à modem M1, on bat les bits à modem M2 et ensuite on revient vers les bits du modem M1 et du modem M2. Exactement. Oui. C'est bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on est en train de faire un TDM, un euh, multiplexage temporel synchrone. C'est vrai que là, normalement, M1 نديرو en discontinu ou M2 نكتبوه en continu, على حسب la série. Parce que c'est vrai que la série, le message M1 نديرينه لكم en discontinu. Là, c'est vrai que je l'ai mentionné sur le schéma, tout en continu. Mais en réalité, M1, il est discontinu. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a une remarque par rapport au graphe. Le graphe, il représente l'envoi des deux messages M1 et M2 sur la ligne haute partagée. Sur la ligne haute vitesse. Parce que l'énoncé a comme les deux graphes sur la ligne basse vitesse. On va dire le quantum, les rapidités, les débits, etc. Alors, représenter alors les deux messages sur la ligne haute vitesse. Donc, sur la ligne haute vitesse, c'est le MUX qui va envoyer les messages. Il va donner d'abord un premier tour. Il va donner la main à M1. Il va envoyer son signal discontinu. Bon, je répète, là, je l'ai représenté en signal continu, mais en réalité, c'est un signal discontinu. M2, il envoie les 6 bits تاعو. ومن بعد كي نعاودو نعطيو لا مال M1 يبعث les 4 bits تاعو en discontinu. ومن بعد نعطيو لا مال M2 يبعث les bits en discontinu. Plutôt M2 en continu. Voilà. Donc, sur l'exercice 4, il n'y a pas de question? Alors, l'exercice 5, on le fait rapidement, l'exercice 5. Bon, je vais le faire rapidement.
Donc l'exercice 5, donc on est au niveau de l'exercice 5. Donc l'exercice 5, qu'est-ce qu'on dit au niveau de la série? Je vais lire l'énoncé. Alors, l'exercice 5. Alors, soit l'architecture d'un réseau informatique suivant, reliant deux PC à un ordinateur distant et utilisant respectivement des modems M1 et M2 comme interface. La rapidité de modulation. La rapidité de modulation des deux modems est de 2500 baud chacun. Donc, on a la rapidité de modulation des deux modems. L'accès au réseau se fait via une ligne partagée avec un multiplexage temporel synchrone. Alors, notez bien la question 1, on nous dit le modem M1 utilise une fréquence de 1000 Hz, deux amplitudes A1, A2 et deux phases 0 pi. Représentez le signal modulé sur la ligne reliant le modem M1 au multiplexeur. Donc, on a la ligne basse vitesse correspondant au message S1, d'accord? Et ils vous ont donné le message S1. Le message S1. Donc, d'abord, on va la valence, c'est le signal S1. Comment on trouve la valence du signal S1? Pour trouver la valence du signal S1, qu'est-ce qu'on fait? Nous chauffons les différents états qui ont été exposés. Donc ici, on nous dit, on utilise une fréquence. Donc, on a fréquence F, on a deux amplitudes, ou on a deux phases. Donc, combien d'états je peux avoir avec une fréquence, deux amplitudes et deux phases? Combien d'états? 4. Exactement, on peut avoir 4 états. Donc, la valence de notre signal ici est égale à 4. C'est-à-dire qu'on est en train d'envoyer 2 bits par delta. 2 bits par delta. Est-ce qu'on peut calculer le delta ici? On peut avoir le delta? Si on a la fréquence, vu qu'on a la fréquence. Mais chez la fréquence. C'est pas avec la fréquence qu'on peut. La rapidité de modulation. La rapidité, exactement. C'est la rapidité de modulation. Voilà. Madame, on a la rapidité de modem M1, qui est tout ça, oui, la rapidité de modem M2, 2500 baud. Donc, on peut calculer le delta. Il n'y a pas de souci. Donc, on va d'abord calculer le delta. On représente le message sur la ligne basse vitesse. Donc, là, on va calculer notre delta. Alors, le delta, on sait que c'est 1 sur R, RI, d'accord? C'est-à-dire R du modem. Et ici, donc, c'est 1 sur 2500. Donc, on obtient un delta qui est égal à, vous voulez 1 sur 2500? 4 fois 10 à la puissance moins 4. C'est-à-dire 0,4 millisecondes. 0,4 millisecondes. Oui, voilà, 0,4 oui, c'est ça. Très bien. Donc, on a le delta. On a la balance تاعنا, d'accord, على حسب les états اللي عطاونا. حسبنا le delta. Donc là, on peut représenter notre message. Donc, le message تاعنا, راني درت هاد la représentation تاع le message. Voilà. Donc, j'ai fait un codage que vous voyez ici au niveau du coin droit de la feuille, d'accord? J'ai codé 00 avec A1, F0.
J'ai codé 0,1 avec A1FP. J'ai codé 10 avec A2F0. Et j'ai codé 1,1 avec A2FP. Bon, vous avez le choix de faire votre propre codage. L'essentiel, vous utilisez 2 amplitudes, 2 phases et une fréquence. Donc, j'ai représenté mon signal comme ça. Donc, madame Rani نبعت 2 bits par delta, donc قسمت le message تاعي S1 en des groupes de 2 bits, donc 0,1, ensuite 1,1, ensuite 0,0. Donc, je commence par 0,1. 0,1, c'est A1FP. Donc, regardez bien que je commence par une oscillation qui descend. Ensuite, je remonte, d'accord, parce que c'est la phase pi. Donc, نحبط d'abord l'oscillation, بعد نطلع. وبعد عندي 1,1, c'est A2FP, donc c'est la même chose, c'est le même graphe que le premier, seulement je vais utiliser l'amplitude A2, d'accord. Et le troisième bit, c'est 0,0, c'est A1F0. Donc, remarquez que comme je commence avec une phase nulle, je monte, d'accord, ensuite je descends. Donc, voilà le message S1, voilà le graphe qui correspond au message S1. Attention, ici, c'est la représentation du message S1 sur la ligne basse vitesse. D'accord? Donc, j'utilise le delta par rapport à la rapidité du modem M1. Donc, c'est la ligne basse vitesse. Et ce que vous voyez en bas ici, c'est le message S2 qui est donné au niveau de la question 2. C'est le message S2. Donc, pour le message S2, on dit que le modem M2 envoie un message 10.0011 à travers un signal représentant le bit 0 à l'aide d'une phase nulle et d'une amplitude A1 et le bit 1 à l'aide d'une phase nulle et d'une amplitude A2. Bon, je représentais le signal, mais là, j'ai voulu le représenter. Donner la valence de ce signal ainsi que le type de modulation utilisé. Donc, pour la valence, on va procéder de la même manière. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur le schéma que vous venez de nous montrer? Oui. Ici, dans le schéma de F1, est-ce qu'on respecte, lorsqu'on dessine, est-ce qu'on respecte la fréquence qu'on nous a donnée? Oui. D'accord. Mais chez l'appareil, chez delta, la fréquence. L'essentiel, tu utilises une même fréquence. L'essentiel, la fréquence, mais tu te Mais, ah bon, donc on n'a pas besoin c'est-à-dire d'utiliser 2000 Hz. oui, avec 2000 Hz, bon, كانوا قادرين يقولوا لكم utilise une fréquence F وخلاص. D'accord, merci. Voilà. C'est vrai que le 2000 هذا il a pas un sens يعني particulier. Vous voyez. C'est vrai que c'est يقولوا لكم on utilise une fréquence F ou là une fréquence F égale 2000 ou la 4000 ou la 1000, c'est kiff kiff. Rien ne va changer au graphe. L'essentiel c'est une seule fréquence qui ne change pas au خلاص. D'accord? D'accord, madame. Voilà. Donc, nous lit le signal S2, le message M2. Donc, nous la valence تاعو. Donc, pour V2. Donc, ici, pour V2, on a deux amplitudes, A1 et A2, ou on a une seule phase. Donc, combien d'états je peux avoir avec deux amplitudes et une phase? Et bien, tout simplement, je peux avoir deux états qui sont le A10 et le A20. Ça veut dire qu'ici, la valence est égale 2. D'accord? Ça veut dire que je suis en train d'envoyer un bit par delta. Et comme la rapidité du modem M2, elle est égale à la rapidité du modem M1, ça veut dire que le delta, c'est aussi le même. C'est-à-dire, c'est le delta 1, si on veut, delta 1, qui correspond à R1. Et le delta 2 aussi, qui correspond à R2, sera aussi égal à la même chose. Parce que la rapidité, kiff kiff. Donc, delta 2 sera égal aussi à 0,4 millisecondes. Voilà. Donc, je reviens vers le graphe ici. Donc, la même chose. Au lieu de partager, donc, il faut qu'on ait le message en 2 bits. On a le message en 1 bit. 1 bit par delta. D'accord? Et donc, j'envoie aussi au bout de 0,4 millisecondes. Alors, là, j'ai omis de mettre le codage. Le codage, je vais le mettre ici. Mais je ne vais pas représenter sur le graphe. Donc, le 1, d'ailleurs, le codage, ils nous l'ont imposé le codage.
on représente un 1 avec une phase nulle et une amplitude A2. Donc, la fréquence, donc on peut utiliser la même fréquence, F. Et le bit 0, c'est A1, phase pi, et fréquence F. Bon, puisqu'ils n'ont pas parlé de fréquence, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle fréquence. Bon, on peut prendre la même fréquence, voilà. Donc, avec ça, on obtient le graphe. D'accord? On obtient le deuxième graphe. Mais en fait, la question 2, ce n'était pas de dessiner le graphe, mais de dire quel type de modulation a été utilisé. Madame, Oui, la phase, elle est aussi 0, non? Pour le deuxième, pour 1. oui, Oui. oui, pardon. Oui, c'est 0. Voilà, 0. Donc, quel est le type de modulation qu'on utilise? C'est En V1, on utilise. ASK. Modulation d'amplitude. Il n'y a que l'amplitude qui change. Donc, la modulation utilisée, c'est le ASK. La question 3. Voilà, donc on a dessiné la portion. Donc, je répète, là, c'est les graphes sur la ligne basse vitesse. D'accord? Il faut bien noter ça. Les graphes qui sont représentés ici représentent les signaux transmis par M1 et M2 sur les lignes basse vitesse, c'est-à-dire les lignes reliant le modem au multiplexeur. Après, il nous demande de calculer le quantum. Calculer le quantum. Donc, quelle est la valeur du quantum si les mémoires tampons dans le multiplexeur permettent de stocker chacune 2 états du signal à envoyer? 2 états du signal à envoyer. Je mettrai 2 états. Quelle est la valeur du quantum si les mémoires tampons dans le multiplexeur permettent de stocker chacune 2 états du signal à envoyer? Donc le modem M1 peut stocker, enfin, il permet d'envoyer 4 bits et le modem M2, 2 bits. Exactement. Puisque le modem M1, un état fait 2 bits. هكذا. على حساب la valence. على حساب la valence تاع M1, un état fait 2 bits. Donc 2 états. Quand je vais utiliser le multiplexage temporel synchrone, je vais donner la main à M1, يبعث 4 bits. Je vais donner la main à M2, يبعث 2 bits. Ça veut dire, شوفوا, le message S1 تاعي هنا راح نقسموه هكذا. Alors, مانيش غلطة في les messages. Quelle est la valeur du quantum si les mémoires tampons dans le multiplexeur? Non, il n'y a pas d'erreur dans le message mode. D'accord. Ça veut dire que نبعث les 4 premiers bits على الأول وبعد يقعدوا لي 2 bits وحدهم نبعثهم وهنايا نبعث par 2 bits هذا قسم 2 bits.
comme ça que je vais partager les messages تاعي. Le quantum تاعي, donc le quantum تاعي واش يساوي؟ Le quantum تاعي يساوي 2 delta, 2 états. هو قالوا لي في l'énoncé, قالوا لي sachant que les mémoires tampons dans le multiplexeur permettent de stocker chacune 2 états. Donc ici, le quantum, c'est 2 fois delta. Seulement, attention, le delta, ce n'est pas le delta I, mais c'est le delta mux. Le delta mux. Pourquoi? Parce que le quantum, il est alloué par le multiplexeur. Ou le multiplexeur, il est plus rapide que le modem. Il est la rapidité d'un modem, c'est 2500. On connaît la règle qui dit que R mux, c'est la somme des R1 plus R2. C'est-à-dire que R mux, c'est 5000 baud. Donc le delta mux, c'est 5000 baud. Parce que est au niveau du mux. D'accord? Donc le delta mux est 1 sur 5000. Calculez-moi 1 sur 5000. « 0,2. 0,2 millisecondes. Voilà. Donc le quantum, c'est combien? Le quantum, c'est 2 fois 0,2. Donc c'est 0,4 millisecondes. Le quantum, notre quantum, c'est 2 fois delta mux, c'est 0,4 millisecondes. Donc en 0,4 millisecondes, je vais donner d'abord 0,4 millisecondes à S1 pour envoyer ces 4 bits. Je vais donner 0,4 à S2 pour envoyer ces 2 bits. Je vais donner 0,4 à S1 pour envoyer les 2 bits les padolo. S2, ils disent les 2 bits à 0,0. Je vais faire une troisième scrutation. Combien de scrutations je vais faire ici? Je vais faire 3 scrutations. Alors, le graphe, sur la ligne partagée, je l'ai dessiné. Le graphe, d'accord? Vous remarquez que le graphe est des silences. Donc, le premier quantum, c'est celui alloué à M1. Il envoie 4 bits. Le deuxième quantum, c'est celui alloué à M2. Il envoie 2 bits. Le troisième quantum, je l'alloue encore à M1. Il envoie les 2 bits qui lui restent, mais comme il n'a que 2 bits, il lui reste que 2 bits, donc je vais avoir une partie silence. La moitié de le quantum راح تكون فيها silence. وبعد نعاود نعطي la main le quantum نعاود نعطيه donc قلنا M1 M2 M1 M2 بعد M2 يزيد يبعث لي بيت 00 تاعو ومن بعد هذيك نعاود نعطي la main M1 M1 خلاص كمل لي ميساج تاعو بعث 4 ومن بعد بعث 2 كمل 6 donc je vais avoir tout un silence. On représente le silence par un signal nul. Toujours le silence sur un graphe, il est représenté par un signal nul. M2, il va terminer les 2 bits qui lui restent. Sachant que la valeur du quantum, c'est 0,4 millisecondes. L'unité du graphe, c'est 0,2, mais le quantum, c'est 0,4 millisecondes. Donc, c'est comme ça qu'on représente les messages MS1 et MS2 sur la ligne partagée. C'est bon? Femto, c'est bon le graphe? Oui, oui. Très bien. Très bien, donc il a Femto le graphe. On passe à la question 5. La question 5, on nous dit déterminer la longueur de la ligne partagée. Donc cette ligne partagée, on va déterminer sa longueur. Sachant que le temps de transfert du message S1 entre les 2 multiplexeurs est égal à 3 millisecondes avec une vitesse de propagation du signal de 120 000 km/h. Donc, هنا باش نحسبوا la distance راح نستعملوا la loi qui dit que le temps de transfert
c'est le temps de l'émission plus le temps de propagation. Le temps du transfert à Tawhulna, c'est 3 millisecondes. La vitesse de propagation, on l'a, c'est 120 000 km par seconde. Alors, la taille du message, la taille du message S1, donc puisque S1 il a été donné, donc je connais la taille du message, c'est 6 bits. Et le débit, لازم نحسبه. Parce que le temps de l'émission, c'est la taille du message sur les débits. Le débit, لازم نحسبه, le débit, D1, كيف ندير باش نحسب D1? Donc la loi, elle dit que D1, c'est N1 fois R1. N1, puisque la valence est 4, ça veut dire... la valence c'est 4. La valence c'est 4. Donc N1 c'est 2. Ou R1, l'énoncé, c'est 2500. Donc, 5000 bits par seconde de débit. Voilà. Donc, le débit ND, 5000 bits par seconde. La taille du message, je la connais, c'est 6 bits. La vitesse de propagation, on a 120 000. Le temps de transfert, je le connais, 3 millisecondes. Bien sûr, il faut transformer en secondes. Donc, c'est 0,03 secondes. Donc, la distance. Donc, la distance, ça se en kilomètres. Donc, calculez-moi, s'il vous plaît, cette distance. Une équation à un seul inconnu qui est la distance. Donc, calculez-moi la distance. La distance traduit comme en kilomètres. « 216 km par seconde. » Très bien. Donc, c'est 216 km. Mais je suis par seconde. Elle dit c'est une distance. Ça veut dire que c'est 216 km. Elle dit c'est la distance qui sépare les deux mux. Ah, oui. Oui, Voilà, madame. le metteur mais le mux du récepteur. Très bien. Voilà, donc c'est simple. Là, on a appliqué la règle, le temps de transfert, on a les inconnus, on a les données, donc on a la distance. Voilà, on passe à l'exercice 6. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vais passer à l'exercice 6. Donc l'exercice 6, vous avez donc 3 terminaux, T1, T2, T3, connectés à des ETCD. Et les ETCD sont connectés donc à un multiplexeur. Et le signal qui est donné sur le graphe, d'accord, c'est le signal qui est envoyé sur la ligne haute vitesse. Donc, on vous dit, soit l'architecture d'un réseau informatique suivant, sachant que les terminaux utilisent la même configuration du matériel, donc même type de TCD, même type de ligne, même type de rapidité, etc., avec un multiplexage temporel synchrone dans l'ordre T1, T2, T3, et soit la représentation suivante d'un message 1 sur la ligne commune, la ligne haute vitesse. Alors, première question, on nous dit quel type de transmission est utilisé, justifié. Donc là, qu'est-ce qu'on utilise? Numérique. Très bien, c'est une transmission numérique. Donc là, c'est une transmission numérique. Pourquoi? Parce que le signal, il est carré. D'accord. D'après le graphe, on a un signal carré. Ça ne peut pas être un signal analogique. Donc, c'est une transmission numérique. Donc, quel serait le type des ETCD utilisés? Est-ce que ça peut être des modems? Non. Non, ce n'est pas des modems.
parce qu'il n'y a pas lieu de faire une modulation-démodulation du signal. C'est un signal numérique partout. Dans les lignes basse vitesse, c'est un signal numérique. Dans la ligne haute vitesse, c'est un signal numérique. Donc, les ETCD, ça peut être, c'est soit les cartes réseau. Ça ne peut être que des cartes réseau des différents ETTD. Deuxième question, en supposant qu'on envoie 8 bits par quantum, donnez la valeur du quantum. D'abord, calculer la valence du signal. Ensuite, je déduis le quantum. Quelle est La valence, c'est 4. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on a 4 niveaux. On a Oui. on a E1, E2, moins E1, moins E2. Très bien. Donc, on a 4 valeurs de tension. E1, E2, moins E1, E2. Et le signal passe par ces 4 valeurs de tension. D'accord? Mon signal passe par ces 4 valeurs de tension. Alors, le courant nul, je ne le considère pas comme une valeur de tension parce que le courant nul que vous voyez sur le graphe représente un silence. D'accord? Comme il s'agit d'un TDM et comme il s'agit d'une représentation du signal sur une ligne partagée, le silence ici, au milieu, c'est plutôt le courant nul au milieu du graphe ici, c'est un courant, c'est un silence. Voilà. Donc, un des 4 valeurs de tension, donc ma valence, elle est égale à 4. Cela veut dire que je suis en train d'envoyer 2 bits par delta. Madame, pardon, s'il vous plaît, j'ai une question. Ici, dans le graphe, si par exemple on avait notre graphe qui ne passait pas par une des valeurs, une seule, la valence serait toujours 4. Bon, et la valence, c'est des multiples de 2. Donc, C'était puissance de 2. Merci. voilà. Donc, c'est soit 2, 4, 8, 16, etc. Donc, voilà. D'accord. D'accord. Mais voilà, c'est-à-dire, là, tu aurais eu une portion du signal, pas le signal complet. Déjà, même là, celui qui est représenté, tu vas voir après, quand on va avancer dans l'exercice, tu vas voir que ce n'est pas tout le signal. Hein. C'est une partie du signal. D'accord. D'accord. On va se rendre compte, à partir de la question 6, on va se rendre compte que finalement, le signal qui est montré sur le graphe, ce n'est pas tout le signal, mais c'est une portion du signal. Voilà, et comme vous le savez, la valence est un multiple de 2. Donc, c'est des multiples de 2, donc ça ne peut pas être 3, c'est toujours 2, 4, 8, 16, etc. Donc, ici, on envoie 2 bits par delta et on me dit, donc un delta finalement, un delta mux fait, il s'agit d'un delta mux parce que la ligne haute vitesse. Un delta mux fait 2 bits où le quantum, on me dit que le quantum, c'est 8 bits. Donc, le quantum, ça va être combien de delta? 4. Voilà, le quantum, ça va être 4 fois delta mux. Voilà. Alors, le delta mux, il a été donné. Vous avez une unité qui est égale à 0,75 millisecondes. Donc, ici, on va avoir quatre fois 0,75 et on aura un quantum qui est égal à 3 millisecondes. Voilà, donc là, je ne fais qu'appliquer ce qu'on me dit au niveau de l'énoncé. En supposant qu'on envoie 8 bits par quantum, donner sa valeur. Donc, j'ai d'abord déduit la valence du graphe. Ensuite, d'après la valence, donc j'ai déduit qu'on envoie 2 bits par delta. Et donc, comme on dit que le quantum contient 8 bits, ça veut dire que le quantum correspond à 4 états mux. D'accord? Parce que chaque état mux fait 2 bits. Le quantum fait 8 bits, donc ça veut dire fait 4 états mux. Donc, le quantum est égal à 3 millisecondes. La troisième question, donnez les messages correspondant à chaque terminal en supposant que le message M envoyé sur la ligne principale est. Donc, le graphe là, on me dit qu'il représente le message. Le message, il a été donné au niveau de la question 3. Donc, il faut qu'on donne pour chaque terminal la partie du message qui a été donné. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser
le graphe, on va utiliser deux sources de données. On va utiliser ce message-là et on va utiliser le graphe. À partir du message et du graphe, on va déduire quels sont les bits qui appartiennent à chaque terminal. Donc, on a T1, T2, T3. Et on va voir combien de scrutations on a dans ce graphe. Combien de tours. Donc, je commence par les premiers 8 bits. Donc, les premiers bits. Madame, le multiplexage, le TDM HADA, je sais que j'utilise un TDM où il donne la main à tour de rôle à T1, T2, T3. Ça veut dire que les premiers 8 bits, ils appartiennent automatiquement à T1. Les premiers 8 bits. 1000, 1, 1, 1, 0. Hadou T1. D'après le graphe, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que T2 n'envoie rien. C'est un silence. D'accord? Au niveau de T2, un silence. D'après le graphe, donc le prochain terminal Ligimor T2 et qui doit envoyer, c'est T3. T3, il envoie la deuxième séquence de 8 bits. 0, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 0. Première scrutation. بعد نشوف بلي الجراف تاعي مازال ما حبسش. Le graphe تاعي il continue encore, ça veut dire que T1 va encore envoyer quelque chose. Et il va envoyer le reste des 8 bits qui restent. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà. Donc, à l'aide de mon message, à l'aide de mon graphe, sachant que je suis en train d'utiliser un TDM dans lequel le quantum contient 8 bits, j'ai départagé le message M sur les différents terminaux LND. C'est bon? C'est bon pour la question 3? Madame, comment on fait pour savoir que, enfin, avec quel terminal le TCD commence, temporel synchrone dans l'ordre T1, T2, T3. Ça a été énoncé au niveau de l'exercice. C'est bon, c'est bon. Voilà, ça a été énoncé au niveau de l'exercice, comme quoi c'était un qui commence, ensuite T2, ensuite T3. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, on passe à la question 4. Donner la rapidité de modulation d'un terminal. Donc, la rapidité de modulation d'un terminal. Donc, on a l'axe. On a Rmux. Non, delta mux. Je vais Rmux. وبعد بالRmux نحوس على الRI. لو كان عطاونا RI بعد حنا حسنا على الRmux. وجبنا دلتا ميكس. هنا العكس. هنا عطاونا دلتا ميكس. Donc, delta mux, je vais déduire Rmux. وبعد من Rmux, je vais déduire RI en divisant Rmux sur 3. Donc, essayez de me faire ces petits calculs. Donc ici, je sais que le delta mux, c'est 0,75 millisecondes.
Le R mux, c'est 1 sur delta mux. Donc, je calcule le R mux. C'est 1 sur 0,75. Seulement ici, attention, quitte la rapidité, il faut toujours convertir le milliseconde en seconde. D'accord? Il faut faire les calculs il faut convertir le milliseconde en seconde. Je vais comme les résultats en bode. Sinon, si on ne fait pas la conversion, les résultats sont en bode. Donc là, c'est 0,75 millisecondes, ce qui correspond à 0,75 fois 10 puissance moins 3. Normalement, tu auras les mêmes résultats. Oui. La même chose. Oui, voilà. 444 bouts. Voilà. Donc, RI, la rapidité d'un terminal. Donc, je calcule d'abord R mux. C'est 1 sur delta mux. Donc, je trouve 1,33 10 puissance 3 baud. Et je sais que R mux, c'est la somme des RI, c'est-à-dire c'est R1 plus R2 plus R3, sachant que les RI sont identiques, parce qu'ils ont dit qu'ils ont le même type de TCD et même type de ligne. Et donc, RI, c'est R mux divisé par 3. Et donc, j'obtiens 444 volts. Bien. Alors, la question 5, représenter le message transmis par T1 en code Manchester. Alors, essayez de réfléchir. Maintenant, on a l'habitude de représenter, c'est-à-dire, fait le cours, comment est-ce qu'on représente un signal avec le codage Manchester? Je fais avec une valence qui est égale à 2. Il y a deux bits, le 0 et le 1. Là, on a un signal, il y a une valence qui est égale à 4. Donc, est-ce que quelqu'un, par exemple, peut me dire comment est-ce qu'on peut représenter un signal dont la valence est égale à 4 avec Manchester? Avec le codage Manchester. Je rappelle que le codage Manchester, sa particularité, c'est qu'il joue sur les francs montants et les francs descendants. C'est ça la particularité de Manchester. Manchester avec une balance qui est égale à 2, je représente le 0 par un franc montant et le 1 par un franc descendant. Là, lorsque j'ai 0 et 1. Là, j'ai 4 états à représenter. Donc, est-ce que quelqu'un, par exemple, peut me faire une proposition? On représente par 2 francs, sur 2 francs, pas sur un seul. Qu'est-ce que tu veux dire par 2 francs? Je m'en pas 2 francs. Le 0,0, il sera représenté par un franc montant, puis un franc descendant. Le 0,1 par un franc descendant. C'est pas possible. Non, pardon. Parce que il faut suivre la même logique que le codage Manchester. C'est-à-dire, Manchester, par exemple, pour un 0, le 0, c'est un franc montant. Parce que Manchester, l'idée, c'est quoi? C'est de casser le signal au milieu du delta. Il y a l'idée de Manchester. Parce que Manchester, il voulait, dans son codage plutôt, il voulait casser la continuité du signal. Il ne faut pas qu'il y ait un signal constant, une seule valeur de tension. لازم نقسم ناخذ deux valeurs de tension. لازم ناخذ deux valeurs de tension. والsignal تاعي لازم soit يحبط soit يطلع entre les deux valeurs de tension. D'accord? Il faut couper le signal au milieu. C'était ça l'idée du code de Manchester dans son codage, justement, voilà, pour enlever la pour ne pas avoir une continuité d'un signal. Parce que la continuité d'un signal, elle posait des problèmes de la synchronisation. Elle a dit que le signal, une seule période, un delta, le signal entre deux valeurs de tension. Il y a le signal يحبط, il y a le signal يطلع. Mais هذه في الحالة وين عندي 0 et 1. هنا ما عنديش 0 et 1, عندي 0 0 0 1 10 1 1. Donc comment je vais les coder? Madame, on ajoute une valeur négative.
ايه ومن بعد Et on code pas à حساب les montants les descendants. On fait comme à l'oscillation. برك هنا on a un signal numérique. C'est-à-dire, je comprends pas trop bien ton idée. Madame, on donne par exemple plusieurs valeurs. Pour 0,0, c'est un franc montant jusqu'à la valeur V1. Et 0,1, c'est un franc montant jusqu'à la valeur V2. D'accord. Hein? Oui. 0,0 il y a مادام Oui. مادام تكون لا لونغور ديالهم ماشي كيف ما نسي شغل دو فرون مونطون زعما نقولوا في زوج فرون مونطون بصح واحد قصير على الاخر. لا واش معناتها لا لونغور؟ واش تقصدي بلا لونغور؟ انا ما فهمتش. نديرو مادام واحد زعما شتي كي نديرو فرون مونطون نديرو واحد زعما عنده زعما 1 سنتيم والاخر 2 وي مي باش نديرو زعما لا ديفيرونس. بصح هذه 1 سنتيم و 2 واش تقصدي بها؟ tu peux لا لامبليتود ولا اسمو هذيك. J'ai compris ton idée, mais c'est en fait, c'est pas de dire ça. C'est de dire, انت واش راكي حابه تقولي لي؟ حبيتي تقولي لي. Et l'idée en fait, elle est là. Au lieu d'utiliser deux valeurs de tension, V1 et V2, ونقول باللي نحبط ونطلع بهاد les valeurs de tension, نستعمل une troisième valeur de tension, V3, et je code, et je dis par exemple 0,0, il monte de V1 vers V2. 0,1, il descend de V2 vers V1. 10, il monte de V1 à V3. هذه هي la longueur اللي كتقصديها. Oui, voilà, madame, هكذا. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas défini la longueur. Donc, le sens de longueur, c'est de plutôt dire, j'ajoute, au lieu d'utiliser deux valeurs de tension, je vais ajouter une troisième valeur de tension où les francs montants descendants ils les valeurs de tension. Autrement dit, donc je vous donne la représentation que j'ai faite ici. Regardez cette représentation. Elle est plus claire. Chauffe au fait schéma. J'ai pris trois valeurs de tension. Au lieu de prendre deux valeurs de tension, j'ai pris trois valeurs de tension. J'ai pris V1, V2, V3. J'ai fait un codage. Remarquez sur le côté gauche de la feuille, il y a un codage. Remarquez par exemple que 0,0 représente un franc descendant de V2 vers V1. 0,1, c'est un franc montant de V2 vers V3. 10, c'est un franc montant de V1 vers V2. Et 11, c'est un franc montant de V3 vers V2. Pardon, c'est un franc descendant de V3 vers V2. Donc, un des deux francs montants, deux francs descendants. Mais j'ai respecté la logique du codage Manchester. Alors, une fois que vous avez le codage, donc le codage, vous êtes libre de le faire qui met l'essentiel, c'est qu'il y a deux francs montants et deux francs descendants. Une fois que le codage, j'ai dessiné mon graphe. Donc, je dis le message S1, le message S1, le message T1, le message T1, je vais donner maintenant. هذا هو الميساج تاع T1. D'accord, T1 il بعد deux fois. Il بعد la première scrutation, il بعد la deuxième scrutation. Donc j'ai pris les deux messages. D'accord, et je les ai représentés. Regardez, je commence par le 10. Le 10 par exemple, c'est un franc montant de V1 vers V2. Donc chauffe-eau, نبدا من V1. نطلع au milieu du delta. Remarquez, le delta, il dure deux. La représentation, le delta, le graphe, c'est deux carreaux. D'accord, deux carreaux représentent au delta I. وهنا راني في الدلتا هنا راني في la ligne basse vitesse. Donc هنا il s'agit pas du delta I. Il s'agit pas du delta mux اللي حسبناه من قبل. Il s'agit du delta I اللي هو 1 sur RI. و RI حسبناها 444. Voilà, donc c'est 1 sur 444 c'est R mux. لا madame, un mix c'est 1300. C'est 1300. RI. Voilà. Donc RI, c'est 1 sur 444. Donc il y a 2,25 millisecondes.
Donc, le delta I, ou le petit t. Le petit t que vous voyez ici sur cette page, ou le delta I, d'accord, il est égal à 2,25. Donc, vous remarquez qu'avec le codage Manchester, au milieu du 2,25, mon courant passe d'une tension à une autre. Ou là, il descend d'une tension à une autre. À la le codage est verte. Voilà. Donc, là, la question 6, on vient de représenter un signal avec le codage Manchester, mais à ce moment-là, fait la question, la valence est égale à 2, la valence est égale à 4. Et ce signal-là, il est représenté sur la ligne basse vitesse. Je répète, ce signal-là, il est représenté sur la ligne basse vitesse, c'est-à-dire entre le TCD et le MUX. Le signal de la question 4 à 5, il est représenté entre le TCD et le MUX. Voilà, donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est de choisir 3 valeurs de tension ou la 4 valeurs de tension, mais l'essentiel, il connaît je bascule entre 2 valeurs pour chaque code. Pour chaque 2 bits, je bascule entre 2 valeurs de tension, soit sur un front montant, soit sur un front descendant. D'accord? Donc, notez bien que le delta I, c'est 2,25 millisecondes, ce n'est pas le delta MUX. Et aussi, il y a une remarque qu'on peut faire ici, c'est que l'état terminal, il dure 3 fois plus longtemps qu'un état multiplexeur. Le delta MUX, c'est 0,75 millisecondes. Le MUX, il est rapide. En 0,75 millisecondes, il est bête. Alors que l'état, le TCD, il est 3 fois plus lent qu'un état multiplexeur. Il dure 2,25. Donc, je prends le 0, c'est comme si je prends 0,75 fois 3. Voilà, 3 fois. 2,25. Voilà, 2,25. Voilà. Donc, en fait, un état MUX qu'un état d'un ETCD. OK, c'est bon? On passe à la question 6. Très bien. Alors, dans la question 6, on nous dit calculer le temps de transmission du message réseau codé en ASCII avec contrôle de parité par caractère transmis par le terminal T3. Donc, là, le terminal T3, il est en train de représenter, il est en train d'envoyer le message réseau. Au niveau de la couche physique, la couche 1 du modèle OSI, les données TERNA, ils sont représentés par des bits, 0 et 1. Maintenant, un sens. D'accord? Plus on monte la hiérarchie, enfin, ce n'est pas une hiérarchie, mais plus on monte les niveaux tel le modèle OSI, plus on monte les niveaux tel le modèle OSI, plus les bits ont un sens. Et c'est qui permet de donner à ces bits-là un sens? C'est justement l'utilisation des codes. Alors, il existe plusieurs codes, plusieurs codages. Parmi les codages qui existent, on a le codage ASCII. Alors, le codage ASCII, son principe, c'est de faire quoi? C'est de faire correspondre à chaque lettre. Maintenant, je vous montre par exemple le R. Le R, je le représente par une série de 8 bits. C'est les bits qui représentent le message R. Et le 0, que vous voyez en dernier en rouge, c'est le bit de parité. Alors, le bitième bit, le bit de parité, nous pour faire des contrôles d'erreur.
je vous donne un exemple. Regardez ici, par exemple, le message R, je l'ai codé avec la suite 01, 00, 1, 1, 1. Là, j'ai combien de nombres de 1? Est-ce que j'ai un nombre pair ou un impair? J'ai un nombre de bits à 1 pair. Ça veut dire le nombre de bits qui sont 1, il est pair. Donc, le bit de parité que je rajoute à la fin, c'est un 0. Qui compte le nombre de 1 impair, zida 1. La méthode le contrôle d'erreur dans le cas où le message, si je reçois le message reçu, par exemple, au lieu de recevoir un 0, je reçois un 1, une certaine position, la parité, elle va changer. Et si je compare la parité à l'envoi à la parité à la réception, je trouve que ce n'est pas la même parité, donc je me rends compte qu'il y a une erreur de transmission. C'est une des techniques qu'on utilise pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de transmission. C'est l'erreur de la parité. Bon, l'essentiel. Je reviens à ma question. Chaque lettre du mot réseau, elle correspond à 8 bits. D'accord? C'est-à-dire un octet. Donc, là, je dois calculer le temps de transmission du message réseau codé en ASCII par le terminal T3. Donc, comment on le fait? Comment je fais pour trouver le temps? On calcule le temps d'émission et le temps de propagation pour chaque caractère. Et on le multiplie par 8. Enfin, 8. Oui, 7. 7. Alors, le message réseau fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Et le message réseau fait 7 bits, 7 octets en fait, 7 caractères, yani 7 fois un octet. Alors là, c'est vrai, donc c'est ça l'idée, c'est de calculer le temps d'émission. Ça, on n'a pas le temps de propagation parce que le temps de propagation, le message il a été transmis par le MUX. Parce que tu calcules le temps de propagation sur la ligne. Mais ici, c'est envoi transmis par le terminal T3. Ma T3, il va directement le MUX. Donc, en fait, il n'y a pas de propagation. C'est entre MUX, c'est entre ETCD et MUX. D'accord? Donc, il suffit de calculer le temps d'émission. D'accord, madame. C'est bon. Voilà. Si on calcule le temps d'émission, c'est suffisant. Donc, je sais que le temps d'émission, c'est la taille sur le débit. Donc, je vais essayer de calculer la taille du message réseau avec le codage ASCII. Et je vais essayer de calculer le débit, puisqu'on dit la rapidité, on dit la valence, on dit tout ce qu'il me faut. Donc, si on essaie la taille, si on essaie le débit, ou si on charge le temps d'émission. Donc, essayez de me faire ce calcul. « 0,063 millisecondes. Enfin, secondes. Millisecondes. 0,063. 0,63 millisecondes. En fait, c'est ça. Très bien. S'il vous plaît. Chouaki. D'accord. Alors, donc, هنا واش نديرو هنايا دونك على بالنا نحسبوا لا تاي تاع لو ميساج ريزو داكور عندنا 7 caractères داكور معناتها عندنا 7 octets d'accord un octet fait 8 bits d'accord donc on va multiplier 7 fois 8 d'accord donc pour être plus précise je vais écrire ça le message réseau fait 7 caractères un caractère c'est 8 bits donc on va multiplier 7 par 8 bits. Donc, il y a 7 fois 8 bits. Donc, il y a 56 bits. Donc, il y a la taille du message réseau, c'est 56 bits. Le débit, le terminal T3,
Alors, le N, parce qu'on a la valence de le signal, la valence c'est 4. Donc, nous N, N c'est 2. Ou la rapidité de modulation, le terme le TCR, c'est la question précédente, 444. Donc, je peux déduire le débit, le terminal T3, c'est 2 fois 444. Donc, c'est 888 bits par seconde. Donc, en utilisant la règle de 3, donc on va dire en une seconde, on envoie 888 bits. Les 56 bits du message réseau, parce que les 56 bits, ils représentent le message réseau. Les 56 bits du message réseau seront envoyés en combien de temps? Donc, ils sont envoyés en T. T, donc, c'est 56 sur 888. Donc, j'aurai 0,063 secondes, c'est-à-dire 63 millisecondes. Voilà, j'aurai 63 millisecondes. Donc, le temps nécessaire pour que le terminal T3 envoie le message réseau est 63 millisecondes. Maintenant, je vais procéder de la même manière, seulement je vais essayer de calculer le temps d'émission du message réseau, toujours pas par le terminal T3, mais par le MUX. Donc, on a la question 7, donc la question 6, je fais une transmission sur la ligne basse vitesse. Sur la question 7, je vais faire une transmission sur la ligne haute vitesse. Donc, bien sûr, la ligne basse vitesse, un message, je vais le transmettre. Mais la ligne haute vitesse, j'ai d'autres terminaux qui sont parce que un multiplexage temporel synchrone. Donc ici, quel serait le temps de transmission pour le message réseau dans la ligne haute vitesse lorsque j'utilise un multiplexage temporel synchrone? On peut essayer de calculer la vitesse quand le message, enfin, le temps quand le message est considéré seul et on multiplie cette durée-là par 3. Pardon? Répétez s'il vous plaît. On calcule le temps pour que le message réseau soit transmis seul quand il est considéré comme étant seul par le multiplexeur. Après, on multiplie cette durée-là par 3 vu que le multiplexeur nous donne un tiers de son temps, consacre un tiers de son temps au terminal T3. Alors, est-ce que ta logique elle est bonne? Tu veux calculer le temps nécessaire par le MUX pour envoyer le message réseau comme s'il était wahdo, comme s'il n'y avait que T3. Ah. Bah, on multiplie la durée par 3 vu que le multiplexeur, concrètement, on a accès qu'à un tiers du temps. Si, on va voir si on va suivre cette logique et on va voir si c'est ça. Bon, comment tu peux, c'est-à-dire que le message réseau par le MUX, comment il sera divisé? 56, mais il sera divisé par 8, parce que le quantum fait 8 bits. Donc, oui, donc 8 bits. 56, donc tu vas avoir... Oui, oui. Oui, c'est à peu près ça normalement. احسبوا لي وقول لي شحال ودوك نشوف. Donnez-moi votre valeur et je vais vous.
Je trouve à 63 millisecondes, même pour. Oui, donc c'est ça en fait. C'est ça la logique. Votre logique, donc, elle est bonne. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va. Quand on fait le mux, on sera plus seul. C'est-à-dire que le message réseau, quand il s'agit d'un multiplexage temporel synchrone, une scrutation me permet d'envoyer 8 bits pour chaque terminal. Chaque terminal a le droit à un quota de 8 bits. Ça veut dire je vais donner le quantum à T1, il va être 8. On va donner le quantum T2, il va être 8 maximum. On va donner le quantum T3, il va être 8 maximum. C'est une scrutation. Alors, باش نبعث le message réseau, لازم نحوس شحال من scrutation لازم لي. Donc, لازم لي 7 scrutations. وعلى 7 scrutations parce que le message réseau fait 56 bits. هنا راني نبعث par groupe de 8 bits. Donc, باش نكمل les 56 bits, لازم لي 7 scrutations, 7 tours. Voilà. Donc, 7 scrutations. Cette scrutation, est-ce que qui نقول cette scrutation معناتها 7 fois le quantum? لا. Parce que cette scrutation, معناتها 7 fois, 3 fois le quantum. Parce que le quantum راهو partagé entre T1, T2, T3. لو كان عندي 4 stations, une scrutation يولي فيها 4 quantums. إذا كان عندي 5 stations, 5 terminaux, la scrutation يولي فيها 5 quantums. Donc هنا على حسب le nombre de ETTD اللي عندي, la scrutation, le nombre de quantums alloués, يتبدل. Ça correspond à 7 fois 3 fois le quantum. Donc, ça veut dire 21 fois le quantum. Le quantum, la question 2, donc il y a 3 millisecondes. Donc, pour envoyer le message réseau, par le multiplexeur, il nous faut 63 millisecondes. Donc, est-ce que c'est normal? Le MUX, il est plus rapide que les ETCD. Mais le terminal T3, il envoie le message réseau en même temps que le temps qui est mis par le multiplexeur. Pourquoi? Parce que le MUX, il n'envoie pas 63. Il n'envoie pas 56 bits pendant les 63 millisecondes. Il envoie 3 fois plus. Juste, Voilà. il a des silences. Voilà, parce que le MUX, en fait, il alloue des quantums, il y a d'autres terminaux. C'est pour ça qu'il y a le waqt. C'est ça l'inconvénient du multiplexage temporel synchrone. C'est qu'il alloue un quantum à un terminal, même si le terminal il n'a rien à envoyer, il lui consacre quand même ce quantum-là. En fait, c'est du temps perdu parce qu'il n'a qu'un T2, il n'a rien à envoyer. Donc, je vais attendre quand même cet intervalle de temps. D'accord? C'est pour ça qu'on est passé rapidement les multiplexeurs vers ce qu'on appelle les switches, les commutateurs, qui eux non. Et quand il y a des données à envoyer, j'alloue le buffer, mon buffer au port qui a des données à envoyer et j'alloue pas des intervalles de quantum à chaque ETTD. Voilà. Là, c'est la question, en fait, la question 6 et 7. Là, c'est pour vous montrer un petit peu l'inconvénient de l'utilisation du multiplexage temporel synchrone. Donc, avec cet exercice-là, on va clore le chapitre 1, d'accord? Et on va passer donc à un autre chapitre aujourd'hui. On va passer à un autre chapitre. Alors, il y a normalement, d'après le programme que je vous ai donné, normalement, on va entamer le chapitre 2. Mais, vu qu'on... Normalement, on entame le chapitre 2. Mais aujourd'hui, je vais faire le chapitre 3. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, le chapitre 2, c'est un chapitre théorique. D'accord? C'est un chapitre théorique. Et le chapitre 3, c'est un chapitre pratique après. Le chapitre 3 et 4, pour tout ce qui est TP. Vous allez faire des TP, donc il faut qu'on commence rapidement l'adressage IP, à la belle et vous êtes en train de voir ça au niveau de vos séances de TP. Donc, qu'est-ce que je me suis dit, comme j'ai fait l'année passée d'ailleurs, d'accord? Je passe les chapitres les plus élémentaires, les plus prioritaires. On va les faire. Et s'il nous reste le temps, on va revenir vers le chapitre 2, qui est en fait un chapitre qui nous montre comment on fait le contrôle d'erreur
Donc, c'est un chapitre il est bon à connaître comment on fait le contrôle d'erreur par la couche niveau 2. Mais je pense que pour vous, même pour votre carrière de master après, il est nécessaire de faire quand même d'acquérir certaines notions de base. D'accord? Donc, on va anticiper sur ça. Et si on aura le temps, on reviendra après vers le chapitre 2. Donc, le chapitre 3, c'est toujours la couche 2 du modèle OSI. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la couche 2 du modèle OSI, il y a deux sous-couches. Il y a la sous-couche LLC, la plus haute, c'est la sous-couche LLC. Et la couche la plus basse, qui est proche de la couche physique, c'est la sous-couche MAC. D'accord? Donc, le chapitre, le rôle de la sous-couche MAC. D'accord? Elle contrôle, c'est ce qu'on appelle le Medium Access Control. Elle nous renseigne comment les données transitent à l'intérieur du support physique. On appelle les méthodes d'accès. Donc, on va commencer par ça. Et après, on reviendra à la sous-couche LLC qui, elle fait juste un contrôle d'erreur. Voilà. Donc, comme on l'avait vu donc, dans le chapitre 0, c'est quoi un LAN? Donc, on va s'occuper de tout ce qui est fait de chapitre. Donc, on va s'approfondir sur les notions des réseaux locaux. Donc, on sait qu'un réseau local, ou ce qu'on appelle un Local Area Network en anglais, c'est un réseau dont la portée est limitée de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. Type de réseau qu'on peut installer chez soi, dans les bureaux, dans un immeuble, d'accord? Et comme tous les réseaux, ces réseaux-là reposent sur des supports de transmission qui peuvent être soit du câble en cuivre, paire torsadée ou fibre optique, ou bien des ondes radio. Ça peut être aussi du sans-fil. Alors, l'organisme I3E, il a proposé des architectures pour normaliser les réseaux locaux. Et 85% des réseaux qui existent dans le monde, ce sont des réseaux Ethernet. Alors, on va voir c'est quoi les réseaux Ethernet. C'est un type de réseaux locaux ce sont des réseaux normalisés. D'accord? Et 15% des autres types de réseaux qui existent, c'est des réseaux token ring. On va essayer de voir la principale différence entre un réseau Ethernet et un réseau token ring. Alors, bien sûr, quand je parle de réseau local, un réseau local a des caractéristiques. Il peut avoir plusieurs caractéristiques. Alors, parmi les caractéristiques d'un LAN, c'est le câblage. Alors, le câblage constitue l'infrastructure physique. Donc, quel est le type de câble que j'utilise? Est-ce que je suis en train d'utiliser la paire torsadée, le câble coaxial, la fibre optique? Les paramètres, ils dépendent du type du réseau, du débit souhaité au niveau du réseau, de l'étendue du réseau. Donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent lors du choix du type de câblage. Accès aussi, la méthode d'accès dans un réseau, c'est une caractéristique. Et d'ailleurs, la méthode d'accès, elle va faire l'objet de ce chapitre-là. On va traiter la méthode d'accès. C'est quoi une méthode d'accès? Mais tout simplement, la méthode d'accès décrit la façon dont le réseau arbitre les communications de différentes stations sur le câble. C'est-à-dire, si j'ai un réseau et j'ai plusieurs stations dans ce réseau qui désirent communiquer, comment elles vont faire pour communiquer? Quel est l'algorithme que je vais suivre pour permettre à ces ordinateurs de parler? On ne peut pas parler tous en même temps, on ne peut pas s'entendre comme ça. Donc, il a quelqu'un qui régule, qui donne la parole en fait, qui dit que tu peux parler toi, etc. C'est la méthode d'accès. Comment est-ce que les données circulent dans le réseau? Et cette méthode d'accès, elle dépend étroitement de la topologie et donc de l'organisation spatiale des stations les unes par rapport aux autres. Quand on parle de réseaux locaux, on parle aussi de protocoles. Les protocoles de réseau sont des logiciels, des règles de gestion qui tournent à la fois sur les différentes stations et leurs cartes d'interface réseau. L'exploitation, le système d'exploitation du réseau représente le Network Operating System qui se trouve au niveau des ETTD qui constituent le réseau. Il fournit une interface entre les applications de l'utilisateur et les fonctions du réseau local auquel il fait appel par des demandes à travers la carte d'interface.
On peut avoir, dans un réseau, on peut avoir des serveurs de fichiers ou des serveurs d'applications, des serveurs de messagerie, des serveurs, tout type de serveurs, serveurs d'impression, etc. On peut avoir aussi un système de sauvegarde, c'est très important, c'est un élément indispensable qui fonctionne de diverses manières, soit en recopiant systématiquement tous les fichiers du ou des serveurs, soit en faisant des sauvegardes régulières, éventuellement automatisées. D'accord. Aussi, les LAN sont caractérisés par les équipements qui permettent que ces LAN-là communiquent entre eux. La communication entre LAN, elle est assurée par des équipements tels que des ponts, des routeurs ou des passerelles. Ils constituent les moyens de communication qui permettent à l'un des utilisateurs de sortir du réseau local pour atteindre d'autres réseaux locaux ou des serveurs distants. Et aussi, dans un LAN, on parle aussi de système de gestion et d'administration du réseau qui envoie les alarmes en cas d'incident. Il comptabilise le trafic, il mémorise l'activité du réseau et aide le superviseur à prévoir l'évolution de son réseau. Donc, tous ces paramètres-là décrivent ce qu'on appelle un réseau local. Alors, avant d'entamer, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que ce chapitre-là, il détaille la notion de méthode d'accès, d'accord, qui est assurée, comme je venais de le dire, par la sous-couche MAC. La sous-couche MAC. La méthode d'accès, il faut éclaircir d'abord la notion, avant de terminer ce cours, il faut que vous compreniez la différence entre une topologie logique et une topologie physique. C'est important. Alors, quand je dis topologie physique, je fais référence à la manière avec laquelle les PC sont connectés les uns aux autres à travers le câblage physique. D'accord? Donc, on connaît principalement trois types de topologie physique. Je suis là dans le chapitre 0. On a la topologie bus, on va les détailler. La topologie bus, la topologie étoile et la topologie anneau. Les principales topologies qui existent dans les réseaux. C'est la topologie physique. C'est-à-dire, physiquement, comment est-ce que les PC sont connectés à travers le câblage. Maintenant, quand je parle de topologie logique, la topologie logique, par opposition à la topologie physique, elle représente la façon dont les données transitent dans les lignes de communication. Donc, je peux avoir, par exemple, un réseau organisé en bus, physiquement. Physiquement, sa topologie, elle est en bus, mais logiquement, sa topologie logique, elle est en anneau. C'est possible d'avoir ça. C'est-à-dire, physiquement, j'ai un seul câble partagé par plusieurs PC, mais pour parler, pour qu'un PC envoie ses données, il faut que je lui donne la parole. Je lui donne une sorte de jeton. Qui n'appelle jeton, il bête. Et cette technique de jeton, elle est propre à la topologie anneau. On va voir après la technique. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la topologie logique, manière avec laquelle les données circulent dans une topologie physique. Voilà. Les plus courantes sont le Ethernet, le Token Ring et le FDDI. On va détailler ces différentes topologies logiques. Donc, avant de les détailler, on représente les topologies, donc les topologies physiques connues. La première topologie proposée pour les réseaux, c'est la topologie en bus. Alors, dans la topologie en bus, tous les ordinateurs sont reliés au même câble et chaque extrémité est reliée à une terminaison. La terminaison, c'est le bouchon terminal. En fait, le câble qu'on tire, mais il peut faire des deux extrémités, des bouchons. Donc, chaque extrémité a le câble, un bouchon. Voilà. Avec le bouchon, il sert à ce que le signal reste à l'intérieur de ce même support. D'accord. Le câble, en un point, toutes les communications sont interrompues. Donc, si
le câble, c'est la colonne vertébrale du réseau. Si le câble se coupe, la notion de réseau s'interrompt. On n'a plus de réseau, ou là, le réseau reste uniquement pour les machines sur lesquelles le câblage n'a pas été coupé. L'ordinateur sur le segment est élevé, plus l'efficacité du réseau diminue. Le type de câble utilisé, c'est le câble coaxial. Le câble coaxial, il est identique au câble que vous avez dans vos maisons et qui relie votre téléviseur au modem. Chez au modem, démo. Démo, عندنا واحد الكابل يخرج هكذا كابل تاع l'antenne يخرج فيه comme une âme en cuivre, d'accord. وهذاك الكابل يدخل في البورت تاع المودem تاع الديمو. Donc هذاك هو le câble coaxial. Bon, maintenant, les réseaux, on n'utilise plus ce type de câble. La deuxième topologie, c'est la topologie physique en étoile. Donc, quand je dis star ou la étoile, je fais référence à un composant central qui peut être un hub, un commutateur, donc un switch, sur lequel j'ai des ports. Et les ordinateurs, pour former le réseau, ils doivent se connecter à ce port-là. Donc, ici, j'utilise en général un câblage en paire torsadée avec des connecteurs RJ45. Et le point faible du câblage de la topologie étoile, c'est la panne du commutateur, parce que si le commutateur tombe en panne, j'ai plus de réseau. Troisième type de topologie, c'est la topologie en anneau. Alors, remarquez que dans une topologie en anneau, l'ordinateur doit avoir deux cartes réseau, parce qu'il est branché mutuellement à deux PC. Chaque PC est branché mutuellement à deux autres PC. Donc, là, c'est qu'on a deux cartes réseau. Sur chaque côté, il est branché à un PC. Les signaux dans une topologie en anneau circulent dans une seule direction et chaque ordinateur joue le rôle de répéteur. Il régénère le signal, ce qui préserve sa puissance. Dans cette topologie, les ordinateurs parlent à tour de rôle. Donc, un jeton circulant sur le réseau donne le droit d'émettre des données. Il faut détenir un jeton pour pouvoir émettre la topologie en anneau. Et cette topologie, c'est la plus efficace dans les réseaux où le trafic est élevé. Et on peut aussi avoir des topologies hybrides. Alors, dans une topologie hybride, plusieurs topologies sont combinées. On peut avoir, par exemple, la topologie étoile-bus ou là, la topologie étoile-anneau. Alors, par exemple, dans l'exemple que vous voyez ici, alors dans cet exemple, il y a deux types de topologies. Est-ce que vous pouvez me dire lesquelles? Étoile-bus. Très bien. C'est une topologie étoile-bus. Alors, la topologie étoile, elle est mise en œuvre à travers le concentrateur. Donc, comme un concentrateur, je vous fais des ports RJ45 et vous avez des PC qui sont connectés à ces ports. C'est une topologie étoile. D'accord? La topologie bus, c'est ce que vous voyez du côté droit. Donc, comme 3 PC. Chaque PC chauffe-eau, il est connecté à un câble via un connecteur qui a la forme d'un T à l'envers. Le connecteur, c'est le connecteur BNC en T. Donc, le connecteur BNC en T, c'est lui qui assure la connexion du PC au support, les HUA, le câble coaxial. Et remarquez qu'au niveau du concentrateur, vous avez un port BNC. Et ce port BNC, c'est lui qui permet de raccorder la topologie bus aux topologies étoiles. À la topologie étoile. En fait, lorsque la notion des réseaux, lorsque les réseaux ont commencé à se développer et donc on utilisait la topologie étoile de plus en plus, le bus tendait à disparaître. Et donc, comme on avait des concentrateurs, il fallait raccorder les réseaux qui étaient en bus aux réseaux qui sont devenus en étoile. Et donc, c'est pour ça que les concentrateurs ont le port BNC. Alors, lorsque vous allez commencer les TP en présentiel, TP, demandez à votre assistante de vous montrer le hub 3Com au niveau des salles de TP. On a le hub 3Com. Donc, les hubs, les switches, le câble BNC. Ça disparaît. Tous les switches, c'est des ports en paire torsadée.
Mais les anciens switches comme celui, le 3 comme les 9 départements, c'est un switch, l'effet des câbles, des ports en paire torsadée, l'avant, ou l'arrière, un câble, un port BNC pour relier la topologie bus. Donc, il a essayez de rappeler l'assistante de TP, de vous montrer, de faire passer le switch, pardon, la combination, les câblages RJ45, les portes RJ45, mais le câble BNC. Donc, le tableau, il résume un petit peu la différence entre la topologie bus et la topologie étoile. Donc, le type de câble utilisé pour le bus, c'est le coaxial. L'étoile, c'est les paires torsadées, les 3 types de paires torsadées, donc le UTP, STP, FTP. Les types de connecteurs, c'est des BNC en bus et c'est des RJ45 en étoile. La vitesse, elle est limitée à 10 mégabits par seconde. Pour l'étoile, elle dépasse les 10 mégabits et peut atteindre jusqu'à des gigabits par seconde. La modification du réseau est très rigide et difficile pour le bus. La topologie étoile, par contre, elle est très facile. Je peux déconnecter un PC du réseau en débranchant directement le câble du switch. Donc, le bus avec le câble coaxial, il est de moins en moins répandu. Et l'étoile, elle est de plus en plus répandue, mais nécessite donc des concentrateurs. Si je consomme tous les ports RJ45 du concentrateur, si j'ai besoin de connecter d'autres PC, il faut avoir d'autres concentrateurs. Donc, le bus est adapté aux petits réseaux locaux et l'étoile est adaptée aux petits et grands réseaux locaux. Voilà, donc c'est une petite comparaison entre les deux topologies. Bien, donc, la méthode d'accès qui est en fait le cœur de ce chapitre-là. Donc, pour la méthode d'accès, donc on va essayer de… Donc, je m'arrête là pour ce chapitre. Et on va essayer donc de détailler les deux méthodes d'accès, la CSA-MACD et le token ring, la semaine prochaine en présentiel, Inch'Allah. D'accord? D'accord, madame. Merci. Voilà. Donc, je vous remercie. Et donc, comme le fichier PPT a fait la solution, les exercices, et on se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine. Dès que j'aurai du nouveau sur l'emploi du temps, j'informerai la déléguée, d'accord, pour confirmer les séances de cours. D'accord? D'accord. Très bien, donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah.